Victoire de l'Olympique lyonnais 2-1 à Montpellier sur un but d'Alexandre Lacazette et de Maxence Cacré. Et oui, Maxence Cacré qui marque. Alors autant Lacazette, c'est pas hors du commun, mais Cacré qui marque, c'est rare. Et Cacré qui marque du gauche bas rentrante, c'est je crois encore plus rare. Mais c'est chouette et on avance. On est maintenant, je crois, 13e à l'heure où on se parle. On respire un peu mieux. Mais avant de passer au débrief, les gars, moment promotion, instant promotion pour la chaîne Le 11 Lyonnais. Pensez à vous abonner, pensez à liker le contenu, à commenter et à activer la cloche. C'est un rappel tout simple pour savoir quand tombe le contenu sur la chaîne. Je compte sur vous. La compo de départ, bon, il n'y a pas trop de surprise. Le 4-3-3 que Pierre Sage aligne, c'est à peu près le même qu'on a vu contre le LOSC, à quelques postes près. Pour moi, l'histoire du match, elle est relativement simple. On fait une entame qui est correcte. Je pense que durant un quart d'heure, l'OL maîtrise les débats. Alors, c'est pas très incisif, c'est pas très vertical, c'est même très très lent, trop lent à mon goût. Je dirais que les meilleures occasions sont côté montpelliérain, et c'est très clair. Et en fait, il y a une première alerte, rappelez-vous, à la 15e minute, je crois que c'est Savanier qui frappe au 16 mètres, et son tir est contré par Adams qui marque, mais but hors jeu, donc refusé par l'arbitre. Mais déjà là, au quart d'heure de jeu, il y a une alerte. Bien trop souvent, on a été attentiste dans les duels, dans les intentions. On s'est contenté au final de maîtriser globalement et de façon un petit peu superficielle le match, sans pour autant être vraiment dangereux. Il y a une forme de contrôle du jeu qu'on a vu contre Lille, hein, rappelez-vous, je l'avais dit en débrief, mais contre Lille, c'était vraiment intéressant de voir qu'on pouvait, par séquence, maîtriser le tempo, ne pas être sous pression, ne pas trop subir, mais encore faut-il le transformer en quelque chose de positif. Si on a la possession, si on a le contrôle, si on maîtrise le débat, mais qu'on n'en fait rien dans le tiers adverse, ça ne sert à rien au final. Ça n'a pas grande utilité. Donc pour moi, c'est un petit peu le grand défaut du match, c'est qu'on a une maîtrise globale, que j'ai appréciée, mais sans vraiment rien en faire de concret. J'en ai fait un tweet, j'ai dit que l'OL était monorhythmique. Il y a beaucoup trop de séquences où on a le sentiment global que oui, on maîtrise le débat, que oui, on est plutôt tranquille, oui, on est plutôt serein, mais en fait, c'est très très lent. C'est très stéréotypé, c'est un jeu qui est très convenu, très scolaire. Et quand on a ce jeu, comme contre Montpellier, un petit peu stéréotypé, un peu convenu dans la possession, dans le contrôle, pour moi, c'est pas dans ce registre-là où on est les meilleurs. Je pense qu'on est meilleur quand il faut jouer un foot de transition. La suite du match, pour moi, elle est un peu dans le prolongement de ce que je décris là, à savoir qu'on a un OL qui est attentiste, mais pas seulement en phase de possession, également en phase défensive. Parce que y a beaucoup de fois, en fait, où on laisse trop d'espace, et ça a été un mal durant quasiment tout le match. Durant tout le match, on a laissé beaucoup de place aux Montpelliérains pour pratiquer leur foot par séquence, pour être libre de mouvement. Et moi, il y a notamment une clé du match que je retiens, c'est la quasi-totale liberté qu'on a laissée à Savanier. Savanier, il y a plein de fois où je l'ai vu aux 25 mètres, libre de marquage, pouvant frapper. D'ailleurs, il tire, je crois, dans le match 2 ou 3 fois, dont une qui passe pas si loin que ça du cadre. Rappelez-vous, au quart d'heure de jeu, c'est lui qui frappe au 16 mètres côté droit. Sa frappe est touchée par accord Adams, ça fait but hors jeu, donc refusé, mais c'est lui encore qui est là tout seul, quoi. Et bien souvent, on a laissé Savanier être tout seul aux 16 mètres, aux 25 mètres, pouvant donner un ballon juste, créer un bon décalage, frapper, centrer, trop souvent. Et pour moi, c'est kamikaze. Quand tu as en face un mec comme Savanier qui a un pied droit parmi les meilleurs de Ligue 1, ouais, c'est kamikaze. Jusqu'à ce but qui vient nous faire très mal. Parce qu'on est en retard. Au duel dans la surface, O'Brien est pris de court. Matic arrive en retard sur le marquage. Et en fait, ce but, c'est un petit peu une succession de mauvais choix et de mauvaises décisions. On est soit en retard, soit pas assez agressif, soit pas au marquage, soit pas au cadrage du joueur. Et le tout fait un but qui, malheureusement, vient un peu sanctionner cette forme d'attentisme. Donc pour moi, c'est une donnée importante qui, je trouve, vient un peu contrebalancer ce que j'ai vu de bon dans l'entame de match. Donc à la fois un Noël dans le contrôle, mais presque trop en fait. Trop attentiste et trop laxiste. Ce qui fait qu'on prend ce but qui peut paraître un peu illogique, mais au final, quand on regarde tous les petits signaux depuis le coup d'envoi du match, est-ce que c'est vraiment illogique? J'en suis pas si sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de petites alertes répétitives. Et on ne peut pas, en Ligue 1, quand on est l'OL, un OL encore malade, je le rappelle, on ne peut pas aborder un match comme ça, avec une intention de défensive et d'agressivité aussi faible. C'est impossible. On ne peut pas pratiquer un foot comme ça, où on se regarde jouer tranquillement, on a la possession, on n'en fait rien de bien, et quand on n'a pas le ballon, bah on est attentiste ou laxiste. C'est impossible. En Ligue 1, tu le payes toujours parce qu'en fait, les équipes que tu affrontes mettent quasiment toutes
les ingrédients basiques, à savoir l'agressivité, l'intensité, les courses, les efforts, les vieux démons qui ressurgissent avec une fragilité mentale et psychologique qui est encore une fois présente, hein. C'est là où on voit que l'OL n'est pas du tout guéri. Parce que quand on prend le 1-0, on voit directement que le bloc recule, on subit, et là, c'est la multiplication des erreurs individuelles qui viennent s'ajouter, je dirais, à un déchet technique qui déjà était très très élevé. Je me rappelle des relances très 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 laborieuses de Tcheleta Tsar. O'Brien, les deux ont multiplié les erreurs de relance qui auraient pu être vraiment très 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 dangereux si Accor Adams avait été plus précis techniquement. Donc l'OL a reculé, l'OL a subi, l'entame de la seconde mi-temps n'est pas forcément beaucoup plus rassurante et malheureusement on ne verra pas de grandes améliorations avant la 70e minute de jeu à peu près, où on voit un OL qui enfin reprend les devants, réinstalle une forme d'emprise technique. Alors c'est un peu timide, il n'y a pas beaucoup d'occasions nettes. Tout part de Cacré qui résiste au duel face à un Montpellierin. Cacré délivre un bon ballon à Mangala qui lui-même décale très très vite à gauche Tagliafico. Et moi ce qui m'a plu c'est que Tagliafico, plutôt que déborder et prendre le couloir, il s'est inséré dans le cœur du jeu et il a vu très vite sur une bonne passe Lacazette disponible. Frappe du gauche très très puissante dans le soupirail, vraiment. Il y avait l'espace peut-être pour un ballon, pas plus, mais il l'a trouvé. Et ça, pour moi, c'est la marque je dirais des numéros 9 de grande classe. Et ça montre à quel point aussi l'OL est extrêmement dépendant de Lacazette. Et durant le quart d'heure final, on sent qu'on va monter en puissance. Alors, on n'est pas tout le temps très très dangereux, loin de là d'ailleurs, mais on a un contrôle, on a une emprise sur le match. On a la possession, on est mieux placé, on est plus haut, on subit moins les duels. Et puis vient ce but, là, le deuxième instant de grâce du match. Cacré récupère le ballon, crochet, et frappe du gauche. Cacré qui marque, c'est déjà très très rare, mais Cacré du gauche, c'est encore plus rare. Et Cacré du gauche, barre en 30, c'est quasiment du jamais vu. Donc franchement, très joli, très beau but, très joli but, et qui vient ponctuer une bonne séquence. Alors, un brin stérile, mais une bonne séquence de contrôle de jeu quand même. Et dans l'ensemble, ce n'est pas immérité. En tout cas, sur la fin de match, j'ai trouvé qu'offensivement, on a parfois été trop gentil, pas assez tueur. Il y a plein de situations, alors pas d'occasion, parce qu'il y en a quasiment eu, pas eu au total du match, mais il y a beaucoup de situations où on doit faire mieux, où on doit être plus juste, faire un meilleur décalage, on doit être plus tueur dans le dernier geste. Typiquement, quand Nuama prend le couloir et qu'il élimine son vis-à-vis, il doit être plus juste. Voilà, il y a plein de situations où il fait une énorme différence, mais malheureusement, il manque après la différence ce geste juste pour être vraiment dangereux. À gauche, Benrahma, pareil, il a fait un match, je trouve, dans l'ensemble plutôt, on va dire, correct. Voilà, c'est correct. J'attends beaucoup plus de lui, évidemment, mais il fait un match qui n'est pas non plus mauvais. C'est pas transcendant, mais c'est pas non plus mauvais. C'est un match correct. Et on sent qu'en fait, il peut faire plus parce qu'il n'est pas encore, je pense, en jambes physiquement. Il a été 15 jours sans jouer vraiment. Et je rappelle qu'à West Ham, il était souvent remplaçant. Donc on a affaire à un joueur qui est en manque de rythme, qui débarque d'Angleterre, qui découvre le club, la Ligue 1. Donc voilà, il faut un peu de temps aussi aux joueurs. Mais je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il a un profil technique qui va beaucoup aider l'OL dans sa capacité à avoir le dernier geste juste, frapper de loin. On l'a vu sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui est vraiment très très bon, très précis. Donc sur corner, sur coup franc, je pense qu'il aura un plus énorme pour l'équipe. Et en bloc haut, je pense qu'il aura ce dernier geste juste à la passe ou à la frappe pour pouvoir conclure. Je pense qu'il y a un sujet qui va se poser sur la table assez vite. C'est celui du profil de l'équipe. Alors pas des joueurs, mais de l'équipe. Est-ce qu'on veut un OL de contrôle et de possession, ou est-ce que l'on veut un OL de transition? Et quand je dis transition, ça ne signifie pas bloc bas et contre-attaque, kick and rush. C'est pas ce que je veux dire. Pour moi, la transition peut impliquer du contrôle. Typiquement, je prends les matchs du Real. Le Real d'Ancelotti peut très bien cumuler du contrôle et de la transition. Ils le font très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont une emprise technique sur le match et à tout moment, sur une accélération, sur un changement de rythme, pouvoir créer une différence et aller très vite au but. Je pense que l'OL que l'on a sous les yeux est un OL de transition et pas de possession. On l'a vu, quand on joue plutôt bloc haut, on n'est pas forcément très inspiré, on n'a pas le dernier geste juste pour créer la différence face à un bloc qui est regroupé et très compact. On est en grande difficulté en fait. Quand on affronte des équipes qui sont comme ça, attentistes, bloc plutôt bas et denses, voire à 5 défenseurs, on a de grosses difficultés. Moi, je plaide pour que l'OL se tourne vers un foot de transition, et on a les profils pour. Si on prend Nuama, c'est un joueur de transition. Sacré, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est un peu plus reculé qu'il ne l'a été contre Montpellier, et qu'il a pour mission toute simple de gratter, harceler,
récupérer les ballons et tout de suite, en une passe verticale comme il fait si bien, toucher son milieu de terrain devant son relayeur ou son ailier. Et ça, malheureusement, c'est pas dans ce registre-là qu'on l'a vu contre Montpellier. Pour moi, il a joué trop haut. Et je le dis, je n'aime pas quand il est trop haut, Cacré. C'est du contre-emploi. Parce que quand il est dos au jeu, il n'a pas cette subtilité, cette créativité qu'ont les numéros 10, 8 créatifs. Il faut le cantonner à un rôle très très spécifique, avec des consignes claires, à savoir tu vas harceler, tu récupères, tu grattes, et tout de suite, hop, en une touche, transmets-la à Nuama, à Mangala ou qui tu veux, mais très vite en une touche, pas plus. Moi, dans ce match-là, et un peu comme contre Lille aussi, il y a trop de fois où je trouve qu'il est trop haut, en fait. Il est vraiment trop haut, et on l'a quasiment vu parfois, quasiment numéro 10. Hein. Je l'avais dit en vidéo, je pense que le trio Matic, Mangala, Cacré, c'est peut-être pour moi le plus complémentaire, parce que les trois ont un profil différent. Matic apporte du contrôle et une emprise technique sur le jeu. Cacré va harceler et jouer très très vite en une touche vers l'avant. Et Mangala peut être ce relais milieu-attaque qui vient dans le dernier tiers apporter un bon ballon, un bon décalage. Je pense qu'il peut le faire. Alors maintenant, on passe au top et au flop du match. Alors, au rayon des tops, bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de grosses surprises. En fait, c'est dur de désigner un top parce que dans la production globale de l'équipe, il y a des joueurs qui m'ont déçu durant 2 tiers du match. Et sur un geste juste, sur une bonne action, je me suis dit, ah ouais, ok, très bien. Typiquement, Lacazette, il fait un match qui, franchement, est techniquement mauvais durant 2 tiers du match. Et puis, il sort ce geste juste de classe européenne, où il prend le ballon, frappe du gauche très puissante au ras du poteau, et c'est but, quoi. Donc, son match est contrasté, mais pour moi, s'il y avait un top à retenir, bon, bah, je dirais Cacré, parce que dans l'ensemble, il fait un match quand même qui est relativement linéaire, on va dire. Il fournit les efforts, il court, il ne se cache pas. Et moi, j'aimerais juste qu'il soit entouré de joueurs qui correspondent avec ce que lui pratique comme foot. Un foot de transition rapide où on joue le plus possible en une touche. Au rayon des flops, alors j'en ai 2. C'est un peu dur parce qu'il n'y a pas eu de joueurs vraiment mauvais. Mais j'ai trouvé qu'il y avait eu 2 joueurs vraiment en dessous en termes de rendu, d'impression visuelle. C'est les 2 centraux, Tchaletatsar et puis O'Brien. J'ai revu le match à froid ce matin. Il y a beaucoup de joueurs qui, sous pression, notamment eux, les deux, ont eu de grosses difficultés à la relance. On l'a dit pour O'Brien, c'est un joueur qui, quand on est en bloc haut, est intéressant parce qu'il va très très vite, il est puissant, il court vite. Mais en bloc bas, j'ai toujours en moi un peu ce doute de ce joueur en me disant, est-ce que vraiment il peut gérer le 1 contre 1 ? Est-ce que vraiment il est assez rigoureux pour intervenir de façon juste et faire le bon geste ? J'ai des gros doutes. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations où il est pris trop facilement à défaut parce qu'il est un peu pâteau, un peu maladroit aussi. Et à côté, le Croate, idem, quoi. C'est pas très très serein. Il y a plein de phases de jeu où je me dis, si en face on n'a pas Accor Adams, mais un joueur plus talentueux et mieux inspiré sur ce match-là, je pense qu'on peut en prendre un en plus. Hein. J'en suis quasiment sûr. Il y a un joueur aussi que j'aimerais bien mettre en avant parce que trop souvent on le critique, et là je trouve qu'il a été vraiment intéressant, c'est Nicolas Tagliafico. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un latéral moderne, je l'ai souvent dit, on n'est pas sur un latéral qui va manger la ligne et puis déborder, centrer, dribbler, être percutant et vif. On n'est pas sur un Ferland Mendy, mais on est clairement sur un profil à la Gabi Heinze, à la Juan Pablo Sorin, pour ceux qui ont connu le PSG de l'époque et Villarreal. Des Argentins qui ont la grinta, qui ont ce côté avant tout défensif, combatif, des soldats en fait. Et d'ailleurs, on le voit sur Lightmap, son positionnement est vraiment intéressant. À plusieurs reprises, il est clairement axial, parce qu'il s'infiltre. Alors c'est une grande tendance chez les latéraux modernes aujourd'hui, à savoir ne pas jouer vraiment latéral et prendre le côté, mais plutôt se réaxer, un peu comme l'a fait Philippe Lahm en son temps au Bayern, ou comme le fait Kyle Walker à City. Voilà, c'est des joueurs qui vont se réaxer et participer au jeu dans le cœur du jeu en fait. Et d'ailleurs, le but de Lacazette vient d'une très bonne passe de Tagliafico. Donc il faut aussi le souligner, il a été souvent critiqué, il a souvent été mis en évidence pour ses lacunes offensives, mais je trouve qu'aujourd'hui il a été plutôt bon dans l'ensemble de son registre, même si il y a 1 ou 2 duels un petit peu litigieux. Je pense au duel dans nos 16 mètres où peut-être il y a penalty, moi j'en suis pas certain, ça me paraît un tout petit peu léger. Et puis le duel face à Nordin aux environs de la demi-heure de jeu où il est pris clairement à défaut. C'était mon débrief de match, les gones. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi en commentaire vos différents avis sur le match, sur ce que j'ai pu vous dire, vos différentes remarques. J'y répondrai avec grand plaisir et surtout pensez bien à vous abonner.